l'élargissement et l'extension de la personnalité juridique des mécanismes qui pouvaient être renforcés. Parce qu'au bout du compte, c'est le résultat qui intéresse, c'est-à-dire la préservation de l'environnement pour les générations futures. C'est la raison pour laquelle, à cette question-là, de l'extension de la personnalité juridique à l'environnement, à la nature, oui, pour réalité, il y a également le prolongement. Est-ce qu'il est pertinent de conférer la personnalité juridique à l'environnement? Et je crois que les différentes interventions qui s'annoncent de qualité, c'est à ces différentes interrogations que les communications vont devoir répondre. Et c'est avec plaisir donc que nous allons accueillir en premier lieu l'intervention de Dr Marie-Laure Stéphanie Poati, qui est assistante à l'université Marianne Guadé de Congo et qui va nous entretenir du statut juridique de la nature en Afrique noire francophone. Le docteur, voilà, qui est déjà là en ligne sur place et que nous accueillons avec plaisir. Vous avez la parole, docteur. Juste pour préciser que vous avez une dizaine de minutes et que les débats, les échanges ultérieurs permettront, si vous le souhaitez, d'apporter des approfondissements et des éclaircissements. Merci beaucoup. Vous avez la parole, docteur. Cher professeur, je vous remercie pour la parole. Au cours, j'adresse mes remerciements au professeur Baloutia, membre du BFR et Comige, et au professeur Zeynaba Khan de Viande, chef de département de l'IJA, ainsi qu'à tout le comité d'organisation pour l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer sur le statut juridique de la nature en Afrique. Dans sa lettre à la jeunesse, Amadou Mpateba a rappelé que dans les décisions traditionnelles, l'homme était considéré comme responsable de l'équilibre du monde naturel. La terre n'était pas sa propriété, mais un dépôt sacré confié à le Créateur et dont il n'était que le gérant. Ce rapport traditionnel à la nature contraste assurément avec ce que l'on observe depuis l'avènement de l'industrialisation. La multiplication et l'impact des activités humaines sur la nature nous ont fait entrer dans l'ère anthropocène, qui se caractérise, comme vous le savez, par l'impact notable des activités sur la nature en raison de l'urbanisation, du développement de l'automobile, de l'agriculture intensive, etc. La nature s'en trouve donc affectée et sa protection paraît manifestement insuffisante. Les critiques adressées à la protection actuelle de la nature revient à interroger son statut juridique, c'est-à-dire les règles et le régime juridique qui lui sont applicables. Le défi est de taille car il s'agit de penser la remise en cause de l'assertion selon laquelle la nature est une chose susceptiblement d'être appropriable. Cela revient à repenser la personnalité juridique traditionnelle, bien connue pour sa dichotomie entre personne physique et personne morale. Il n'existe aucune définition légale de la nature, mais son étymologie indique qu'elle signifie naître et désigne ce qui est dans la réalité, ce qui est indépendant de la volonté humaine. Alors, l'Académie de France définit aussi la nature comme le monde physique avec ses aspects divers, c'est-à-dire la faune, la flore, les mers, les montagnes, les bois, les champs, les rivières. Cette définition se rapproche de celle de la biodiversité, introduite par la Convention de Rio en 1992, qui se réfère à la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins, aquatiques, les complexes écologiques et aussi les éléments abiotiques, c'est-à-dire non animés, mais qui sont vitaux à travers l'eau, le sol, l'air. Il a été proposé de définir en droit la nature comme représentant la variabilité des organismes vivants et leur interaction. La seconde notion qui est souvent associée à la nature est l'environnement, présenté comme le milieu, l'ensemble de la nature et des ressources, y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités socio-économiques et pour le cadre de vie de l'être humain. Nous retiendrons la notion de nature car elle implique une autonomie et l'idée d'une valeur intrinsèque par opposition à l'environnement qui envisage la nature de manière anthropocentrée. D'un point de vue matériel, il sera essentiel de faire appel à des aspects de droit
privé, mais aussi de droit environnemental, sont publiés dans l'anthropologie juridique, qui permet d'intégrer la dimension socio-culturelle. D'un point de vue géographique, la classification de la nature ou des éléments naturels est une question qui se pose sur tous les continents. Il est donc difficile de mener une réflexion sans faire appel au droit comparé. Pourtant, c'est la question du statut de la nature en Afrique qui nous intéresse particulièrement. Il est vrai que l'Afrique dispose d'instruments de protection pour la nature au niveau international à travers les différentes conventions, dont la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées, dont la Convention sur la diversité biologique, et j'en passe. Au niveau régional, c'est surtout la Convention de Maputo qui est la référence, celle qui porte sur la conservation de la nature et des ressources naturelles. Enfin, au niveau national, les pays africains continuent d'intégrer des dispositions pour la gestion durable, pour la protection de l'environnement, mais il est à noter que certains pays ne disposent toujours pas de code de l'environnement, ce qui est le cas par exemple pour le Congo-Brazzaville. Toutefois, il a été démontré que le droit de l'environnement souffre aujourd'hui de certaines limites, que sont l'éparpillement et l'absence de coordination des institutions en charge des questions environnementales, l'insuffisance des ressources humaines et financières pour assurer efficacement l'émission des pouvoirs des institutions. D'autre part, la crise environnementale est mondiale. Elle concerne aussi bien les pays européens que les pays africains, d'autant plus que l'Afrique est un des continents les plus riches en biodiversité, ce qui signifie qu'elle possède un certain intérêt, mais aussi une certaine responsabilité quant à la protection de la biodiversité. On a pu constater que la flamme de la personnification s'est allumée à travers la consécration de la personnalité juridique dans différents pays, pour certains éléments de la nature ou pour la nature elle-même. Je fais allusion à l'Équateur, à la Bolivie, à l'Espagne, à l'Inde, de sorte que cette personnification de la nature ou des éléments naturels est une réalité en droit positif désormais. Enfin, l'Afrique possède, et c'est le point le plus important, un référentiel de valeurs qui lui est propre et qu'elle entend désormais valoriser. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la manière dont il convient de concilier la protection de la nature avec la prise en compte, la nécessaire prise en compte de ce référentiel. De ce fait, la personnalité juridique de la nature est-elle envisageable dans le contexte africain? Nous retenons que la personnification de la nature en Afrique doit être rejetée. Il paraît nécessaire de se réapproprier le concept ancestral de la nature. Cela doit permettre d'ériger un droit à dominante endogène. Alors, s'agissant du rejet de la personnalité juridique de la nature, eh bien, il est fondé sur l'incomplétude des attributs de la personnalité juridique, mais aussi sur les incohérences que cette personnification est susceptible d'engendrer. S'agissant de l'incomplétude, il est communément admis que les attributs de la personnalité, les attributs qui sont attachés à la personnalité sont relatifs à la capacité, à l'intérêt, sont relatifs aussi à la capacité d'exercice, la capacité de jouissance et l'obligation de répondre de ces obligations en cas de manquement. Il se trouve que la capacité d'exercice et l'aptitude à se voir inviter la responsabilité sont défauts à la nature. Par principe, le sujet de droit dispose, comme vous le savez, de la capacité juridique qui se décompose en capacité de jouissance et d'exercice. La difficulté majeure provient de la judiciarité, c'est-à-dire de la capacité d'exercice, qui suppose de pouvoir exercer personnellement ses droits, ce qui n'est guère envisageable pour la nature. Il sera donc nécessaire de recourir à des représentants, comme il a été proposé dans les dispositions sud-américaines qui ont consacré la personnalité juridique, pour agir en défense des droits de la nature, tel que prévu par l'action populaire. Il se pose consécutivement tout de même des questions d'ordre pratique. Peut-on espérer avoir un système d'information complet des situations attentatoires à la personne de la nature? Comment cette action en justice pour la nature sera-t-elle financée?
Et puis, comment contrôler la prise de décision des représentants sur l'opportunité d'agir? Aussi, il faut noter que le sujet de droit est assujetti à des obligations et peut, en cas de manquement, se voir directement et personnellement imputer une responsabilité. Ce qui, pour la nature, pose difficulté, c'est la gestion de l'imputabilité. Ça a été dit, mais à notre sens, il paraît difficile d'envisager la responsabilité de la nature dès lors qu'on ne peut attendre qu'elle ait une conscience et une compréhension de son texte. Au problème d'incomplétude donc des attributs de la personnalité juridique, il faut ajouter les incohérences qui peuvent résulter, qui sont susceptibles de résulter de cette personnification de la nature. La première incohérence porte sur l'exclusion de la personnalité juridique pour certains êtres humains. Pour de nombreuses législations africaines, il résulte des règles d'acquisition de la personnalité juridique que les personnes physiques acquièrent la personnalité par le fait de naître vivant et viable. Elle proclame leur attachement à la personne morale, à la personne humaine, certes, et prévoit une protection à l'enfant uniquement, mais ne lui accorde pas la personnalité juridique, excepté l'application de la règle qui nous faut protéger. La consécration des droits de la nature en parallèle de la cause de la personnalité juridique de l'emploi doit nous interroger et paraît être une absurdité en réalité, puisque si le législateur juge bon d'accorder la personnalité juridique à la nature au nom de son importance, malgré toutes les difficultés théoriques que cela comporte, comment pourrait-il justifier de ne pas accorder ce même statut à un être humain de devenir dont la dignité est certaine? Il se pose une question, existerait-il une hiérarchie dans laquelle l'être humain, à naître, serait moins élevé en dignité que les êtres humains, que les éléments de la nature? Par ailleurs, la personnalisation absolue de la nature a vocation à placer la nature sur le même pied d'égalité que les autres sujets de droit, c'est-à-dire que l'homme. La nature étant le milieu dans lequel l'homme évolue, et même ses activités, ces conflits sont susceptibles de surgir de leur interaction. L'exemple le plus évident, et qui a déjà été pris en exemple, est celui de la confrontation de la préservation de la nature et le droit de la propriété. La consécration de la personnalité juridique de la nature pourrait excusez-moi, je vous accorde 2 minutes pour conclure parce que vous avez dépassé les 10 minutes que vous avez. Non, c'est ça. D'accord. Alors, dans un second temps, donner une place à cette approche décoloniale, je propose de se réapproprier le concept de nature parce que dans les conceptions traditionnelles africaines, il existe un rapport symbiotique à la nature, c'est-à-dire que l'homme provient de la nature, l'homme dépend de la nature, donc la plupart des sociétés africaines, c'est ce qui ressort de la pensée de la théologie, ce qui engendre un respect de la nature de la part de l'homme zoulou ou encore de l'homme wolof. D'autre part, il existe aussi un rapport mystique à la nature. Un rapport mystique en raison du fait que le tout est engendré par un être supérieur, en raison du fait que la nature est l'habitat des ancêtres, et en raison du fait que c'est un lieu, en selon les cas, de rites, mais aussi d'initiation des savoirs traditionnels. Alors, ces différents rapports doivent être pris en compte dans la détermination des règles applicables à la nature. Ainsi, nous proposons la consécration d'un statut sui generis dans lequel le rôle des communautés locales serait renforcé afin de créer un droit à dominante endogène. Lorsque nous abordons la question de la consécration du statut sui generis, 3 critères sont pris en compte. Le primat communautaire sur l'individualisme dans les sociétés africaines. L'interrelation qui a été évoquée déjà entre l'homme et la nature. Le caractère vivant et sacré de la nature. Il s'agirait donc d'accorder à la nature un statut qui ne serait pas celui égal à la personne, qui ne serait pas celui égal à la chose, et qui proposerait donc une 3e catégorie et sortirait donc de cette subdivision de certaines choses. Il s'agirait donc des espaces en gestion commune, sur la base des 3 critères susmentionnés. En distinguant dans le régime les espaces dits sacrés,
inaliénables, intransmissibles, insaisissables, les espaces communs dans lesquels on pourrait intégrer les aires protégées, on pourrait aussi intégrer les espaces sommaires, les espaces mis en gestion auprès de l'État, et pour terminer, les terres, les espaces appropriables ou appropriés, pour lesquels la mise à disposition de la zone serait soumise à une information préalable au mouvement des populations environnantes. Il serait aussi ouvert une action populariste pour ces différents espaces, tels qu'ils existent déjà, à toute personne démontrant une atteinte aux droits des espaces en gestion commune ou aux droits des populations environnantes. Alors, pour terminer, comme le dit la Cour nationale, la ne tombe pas sur le toit d'un seul homme. Dans la mesure où les problématiques relatives